Passer la parole au professeur Johan Palu à propos de Thierry de Martel et la création de la Société de neurochirurgie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers maîtres, chers collègues, bonjour. Permettez-moi de commencer avec un petit mot d'hommage à Jean-Noël Fabiani-Salmon, qui a été mon maître en histoire de la médecine et qui vient de nous quitter. Nous allons parler du comte Thierry de Martel de Janville de Mirabeau de Riquetti, que l'on connaît sous le nom de Thierry de Martel et qui est un des maîtres clairement en chirurgie générale. Il aurait pu abonder dans la clinique Sainte-Marie pour tout faire sans problème. Et ce chirurgien est un homme hors cadre. Et aujourd'hui, dans ma présentation, on va essayer de voir si cet homme qui a évolué en dehors des cadres de l'époque, était-ce une chance, était un paradoxe, mais comment il a pu faire pour évoluer, non simplement dans sa pratique personnelle, mais pour faire naître une discipline qui était à l'époque jugée impossible, qui est la neurochirurgie en France. Effectivement, Thierry de Martel, sa postérité est acquise, sa renommée est mondiale. Nous connaissons tous ce chirurgien, nous avons tous utilisé des instruments de Martel. Certains existent encore dans nos boîtes plus de 100 ans après. Il a un boulevard à Paris à côté de la Porte Maillot. C'est un maître de la chirurgie gastrique appendiculaire, vous connaissez mieux que moi, et de la neurochirurgie, et alors même qu'il avait une activité strictement libérale, sans aucun ancrage hospitalier, ni ancrage universitaire, ni titre, ni chaire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas présenter ce que l'on sait déjà, mais essayer de voir comment ce chirurgien que je qualifie de franc-tireur a-t-il transformé durablement sa pratique neurochirurgicale pour rendre possible un acte qu'est la neurochirurgie dans un monde et notamment la France, où on jugeait que la chirurgie était impossible. Thierry de Martel a fait son internat de chirurgie d'abord aux côtés de Second, et un premier fait marquant au début du XXe siècle, c'est son passage aux hospices d'Ivry. Il abandonne la chirurgie et il y fait plusieurs rencontres. La première, c'est celle de la médecine. Et dans la médecine, c'est la rencontre avec la neurologie. On le voit assis en bas à droite, à côté d'Achille Souque. Et il y rencontre également Clovis Vincent, le deuxième personnage à droite, qui est un interne de médecine, qui est futur neurologue. Les deux vont devenir de formidables amis, formidables compères. Ils vont ensemble développer la neurochirurgie. Et Achille Souque voit dans ces personnages des gens qui auront un destin hors de commun et les appellera effectivement les deux Mérovingiens, pour Clovis, roi des Francs, et Charles Martel de l'autre. Et là, Thierry de Martel profite de sa mise à l'écart de la pratique chirurgicale qui le frustrait un peu puisqu'il voyait des maîtres opérer sans rien faire, et profite de cette mise à l'écart pour repenser complètement sa façon d'apprendre la chirurgie. Il crée en totale clandestinité dans les sous-sols de l'hospice un laboratoire chirurgical où, avec l'aide de brancardiers et de gens de l'hospice, récupère des cadavres fraîchement acquis dans les services d'hospitalisation pour les opérer. Et son objectif, c'est apprendre à opérer, répéter les gestes de ses maîtres sans risquer la vie de ses patients. Et c'est finalement une disposition extrêmement moderne. Aujourd'hui, on est nos étudiants, jamais la première fois sur le patient, eh bien, il le fait. Et son objectif, c'est incarner le geste chirurgical dans le corps décédé, incarné par la répétition pour maîtriser. Et il aborde ce qui s'appelle la gamme calorique. Il s'affranchit du laboratoire d'anatomie avec un corps froid et rigide pour opérer des patients, enfin des décédés les plus frais possibles et encore chauds, pour se rapprocher de l'anatomie vivante. Et par cette pratique, il va créer ses propres conditions de possibilité de maîtriser le geste chirurgical, et il fait partie des internes qui ont une maîtrise chirurgicale hors du commun à l'époque. Il est rapporté plus de 4000 interventions en un an d'internat, jusqu'au scandale, à savoir la découverte de cette pratique illégale, et les pensionnaires des hospices qui ont fait une pétition pour dire: qu'est-ce qui se passe? Cet homme hâte nos morts pour pouvoir nous opérer. Ça a été vraiment l'esclandre. Il a été mis de côté. Il a fait l'intervention de Jules Coutan, qui était à l'époque député d'Ivry, pour le sauver de cette situation. N'empêche qu'Ivry, c'est un acte fondateur. L'acte, la pratique et la répétition pour maîtriser l'acte de chirurgie générale, et la rencontre avec la neurologie. Plus tard, quand Clovis Vincent et Thierry de Martel seront assistants à la Pitié et à la Salpêtrière, Clovis Vincent est l'élève de Joseph Baminski, et il va apporter les premiers patients à Thierry de Martel pour faire les premières interventions neurochirurgicales qui ont lieu entre 1908 et 1909. Et voyant ces premières interventions chirurgicales,
Thierry de Martel est encore un chirurgien généraliste et il entrevoit la nécessité d'inventer, d'innover pour rendre possible la neurochirurgie qui est naissante. Il se rend compte qu'il est nécessaire de sécuriser le geste. Jusqu'à présent, la trépanation, c'est clairement une épreuve et pour le patient et pour le chirurgien, si bien qu'on fait la chirurgie en deux temps. On fait la trépanation, si le patient s'en sort, on le réopère 3 jours après pour aller à l'intérieur de la boîte crânienne. Thierry de Martel se rend compte que ce n'est pas tenable et il faut sécuriser le geste d'ouverture de la boîte crânienne, rendre la trépanation aisée et sûre. La trépanation, ce n'est pas la neurochirurgie, c'est uniquement le moyen de la faire. Et il invente en 1908 le décolle d'Urmer qui permet de faire passer la lame de scie sans abîmer la méninge et le cerveau dessous. Et en 1910, le trépan débrayable que vous le voyez actionné à droite pour faire des trous rapidement. Ces innovations ont un franc succès. Il doit se battre contre Pierre Delbet et l'aider de son maître second auprès de la Société de chirurgie pour faire valoir la pérennité de cette découverte, parce que Pierre Delbet tente de lui ravir. Et finalement, Thierry de Martel comprend que pour développer la neurochirurgie, il est nécessaire d'innover et que cette innovation ne survivra que si on parvient à la défendre contre les critiques techniques et également contre des personnes mal intentionnées. Ce faisant, il va pouvoir opérer de plus en plus et il va également convertir son geste chirurgical. L'école chirurgicale de l'époque, issue de la chirurgie générale, c'est la vitesse. La vitesse opératoire est un gage de dextérité, est un gage de maîtrise et de compétence. Ceci n'est pas adapté à la neurochirurgie. Et en parallèle de sa pratique neurochirurgicale naissante, Thierry de Martel va visiter Victor Horsley, le père de la neurochirurgie mondiale, à Londres, et Harvey Cushing, père de la neurochirurgie nord-américaine, aux USA. Et il se rend compte que ces chirurgiens prennent beaucoup de temps, ce qui est pour lui totalement inédit. Et là, Thierry de Martel va repenser l'acte opératoire. Il ne va pas adapter la neurochirurgie à ses compétences, il se rend compte que la neurochirurgie va obliger le chirurgien à transformer sa manière d'opérer. Il a pu gagner du temps avec la trépanation mécanique et donc cette rapidité et ce temps gagné pour l'ouverture de la boîte crânienne, il peut l'utiliser intelligemment sur les temps physiologiques où il a respecté le cerveau. Et donc, avant la Première Guerre mondiale, Thierry de Martel entrevoit l'importance d'opérer différemment pour adapter l'acte à l'organe cérébral qui est plus sensible. Et du coup, il passe du geste rapide au geste juste, geste sûr par l'outil de trépanation, geste juste avec la vitesse adaptée. Ce faisant, ces interventions sont plus maîtrisées, deviennent faciles et reproductibles, et pour que cette reproductibilité se pérennise, il se rend également compte, avant la Première Guerre mondiale, qu'il faut construire un environnement opératoire. Ce n'est pas que l'acte qui compte, c'est tout ce qu'il y a avant, pendant et après. Il standardise la position assise en neurochirurgie, développe une chaise chirurgicale dédiée, prône l'anesthésie locale, et c'est à lui qu'on doit l'anesthésie locale en neurochirurgie, le contrôle hémostatique, la gestion de la douleur, et également, de façon très innovante, dans sa clinique rue Vercingétorix, il adosse à côté de sa salle chirurgicale une salle post-interventionnelle où l'opéré tout frais est surveillé en permanence par un médecin et une infirmière pour donner les premiers soins. C'est les prémices des soins intensifs parce qu'il a bien compris que pour opérer avec succès, l'acte ne suffit pas. Il faut qu'il soit reproductif. Pour qu'il soit reproductif, il faut que l'ensemble de la chaîne, y compris le post-opératoire, tienne. Et ce faisant, il assoit une pratique neurochirurgicale qui fait de lui le premier neurochirurgien en France. Et puis, ce fut la guerre. Et là, comme tout le monde, Thierry de Martel est pris dans l'effort de guerre. Sa position de médecin, plus de 35 ans, lui donne le droit d'être affecté dans un hôpital de l'arrière, ce qu'il refuse. Il intrigue avec sa mère pour être muté sur une unité combattante en étant dégradé sur le front et prodigue ses soins aux patients. Durant les premiers mois en 14, il est d'ailleurs décoré de la Légion d'honneur pour ça, jusqu'au point d'être blessé. Et le journal de marche de son régiment nous dit ça. Monsieur le médecin aide-major de Martel de Janville, en se rendant sur la ligne de feu pour y soigner des blessés, a été blessé lui-même d'un éclat d'obus à la cuisse. Il a continué, malgré la blessure, de soigner les blessés de son bataillon et n'a consenti à entrer à l'ambulance que lorsque tous les blessés furent soignés. Donc cette blessure au combat est également pas une simple anecdote, c'est l'illustration et l'intégration pour Thierry de Martel, qui a une priorité absolue qu'on doit donner à l'acte de soin, à l'acte chirurgical, par rapport à la préservation de sa personne. Et cette pratique-là
il va l'étendre dans sa pratique civile et on va voir qu'il donnera tout, au-delà de sa propre personne et de sa vie personnelle, sur sa pratique chirurgicale. Il est blessé, il ne peut plus combattre, il est rapatrié à Paris, il se soigne et en 1915, il est placé dans un corps expéditionnaire en mer Méditerranée sur le navire hôpital Charles-Roux, où il œuvra dans le détroit des Dardanelles, où il y a des combats qui font rage entre les Anglais et les troupes turques et allemandes. Et du coup, il opère pendant des mois dans des conditions terribles, à fond de cale, quantité de malades gravissimes avec des taux d'échec effroyables et des conditions climatiques et infectieuse incroyable. Et là encore, Thierry de Martel va devoir entrevoir quelque chose, c'est que la chirurgie, dans des conditions comme ça, pour tenir, il faut s'imposer une véritable discipline morale. C'est-à-dire qu'il faut tenir, c'est-à-dire opérer avec la même volonté de qualité, ne pas céder à la facilité, quelles que soient les difficultés. Et là encore, cette pratique chirurgicale de guerre va lui servir plus tard. Fin 1915, il est frappé de choléra, frappé de paludisme, il est rapatrié à Paris et il va terminer la guerre dans les différents hôpitaux temporaires, 7 hôpitaux qu'il pratiquera en tournant toute la semaine pour soigner les blessés rapatriés à Paris. Et cette fin de guerre lui permettra également de comprendre l'importance de stabiliser les structures hospitalières et lui permettra de rencontrer les hommes et les femmes qui lui feront la pratique ultérieure lors de retour à la vie civile. Il rencontre Jean-Charles Denay, qui est son collègue chirurgien avec qui il créera ses institutions, une infirmière qui est une actrice qui deviendra sa deuxième épouse, sa secrétaire, son ambulancier, ses infirmiers. Et à la fin de la guerre, Thierry de Martel, une fois démobilisé, va reprendre sa pratique chirurgicale. Entre deux guerres, la discipline est installée, il va devoir la pérenniser et transmettre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il travaillait avec Clovis Vincent et une des façons très originales de Thierry de Martel de transmettre, ça va être l'image. Il est d'un des pionniers du cinématographe médical avec Eugène Louis Doyen. Et j'ai retrouvé ce film qui était conservé aux archives de la Défense, 334 mètres, estampillé Gaumont, écrit Trépanation pour tumeur de la zone rholandique, c'est très clair, mais non daté, on ne sait pas qui c'est. Et il s'avère que c'est Thierry de Martel avec un film qui date de plus de 115 ans et c'est le plus vieux témoignage filmé d'un geste neurochirurgical. Et ce film est intéressant, je vous montre un passage, parce qu'il est filmé non pas pour la gloire du chirurgien que l'on voit pas, mais en gros plan pour essayer de voir. On voit le patient sous anesthésie locale tenu par un opérateur, un aide opératoire qui irrigue et le chirurgien qui opère, zoom sur les mains pour que l'on comprenne. Il y a une moucheture qui vient d'être faite sur la dure-mère, une sonde cannelée est introduite pour ouvrir la dure-mère sans abîmer le cerveau tel que l'on ferait à peu de choses près. Aujourd'hui, on y mettrait, soyons clairs, un peu plus de lenteur, mais il ne faut pas oublier les conditions opératoires d'il y a 115 ans. La dure-mère est incisée, elle va être réclinée, et une fois qu'elle est réclinée, on va voir apparaître une lésion, et là encore, il faut se rappeler qu'on est en amont de toute imagerie, le diagnostic et la localisation lésionnelle n'est fait que par l'examen clinique, d'où l'importance d'une sémiologie clinique, et une parfait exemple d'énucléation tumorale au doigt, et hop, ça tombe un peu, mais c'est pas grave, on le rattrape, c'est un méningiome. Voilà un exemple, et c'est éminemment moderne. Et il va également transmettre avec Clovis Vincent. Thierry de Martel est à gauche, Clovis Vincent est à droite sur ce film synthétique, et les deux travaillent ensemble. Clovis Vincent est initialement neurologue, il va apprendre la neurologie à Thierry de Martel, mais Thierry de Martel a un adage célèbre, tu auras plus vite fait d'apprendre la chirurgie que moi la neurologie, et Clovis Vincent va devenir neurochirurgien. Et les deux vont établir une discipline 2 fois plus forte qu'avant, avec 2 opérateurs forte tête, gros travailleurs et parfaitement compétents. Et ils travaillent en parfaite entente dans les différentes structures privées installées par Thierry de Martel. En parfaite entente jusqu'en 1929, où ils vont se fâcher définitivement. On pourrait parler des heures, des raisons, et Thierry de Martel ferme les portes de ses cliniques avec Clovis de Vincent. Thierry de Martel continue de travailler tout seul dans sa pratique privée. Son école informelle, il est visité par très nombreux neurochirurgiens internationaux et forme un élève, Jean-Marie Guillaume, qui est lui-même élève de René le Riche de Strasbourg. Clovis Vincent, lui, n'ayant plus accès aux structures privées, va se rabattre et a la chance de se voir ouvrir une antenne chirurgicale dans le service de la Pitié en 1933.
Il développe une pratique neurochirurgicale de son côté, accède au titre de professeur à une chaire universitaire en 1938. C'est bien sûr la première pour la neurochirurgie en France. Et a trois élèves, Marcel David, Pierre Puech et Jacques Lebeau. Et on voit ici sur cette diapo les deux précurseurs de la neurochirurgie en France et les quatre premiers élèves qui, en 1948, seront les quatre premiers neurochirurgiens des hôpitaux. Et la neurochirurgie, je vais conclure, c'est une discipline qui est vraiment portée par deux précurseurs, bien plus que par des institutions. Thierry de Martel, jusqu'au bout, transmettra. On sait qu'il s'est suicidé le 14 juin 40 à l'entrée des Allemands dans Paris, et 2 jours avant, à l'Académie de chirurgie, Société de chirurgie, il est venu présenter les dernières avancées de ses travaux sur la chirurgie de guerre devant 7 personnes, dont Henri Mondor, qui qualifie Thierry de Martel d'un amoureux foudroyé par la trahison. La trahison, pour lui, c'est celle des dirigeants du pays qui ont laissé la France à l'abandon. Et il est amer parce que jusqu'au bout, il opère. Voici une photo issue d'un journal de l'époque. Il est absolument amer de voir que ces résultats excellents, notamment des lambeaux, qu'il ne pourra faire admirer qu'aux Allemands, puisqu'aucun Français n'est venu voir ces opérés que j'aurais tant voulu présenter à quelques-uns d'entre vous. Thierry de Martel souhaite déjà mourir, mais jusqu'au bout, il va essayer de sauver les autres. Et son dernier passage est à la Société de chirurgie. Ensuite, il est mort et il nous laissera un dernier héritage. Et ce dernier héritage, il est donné à l'Académie de chirurgie. En 1942, sa veuve, la comtesse de Martel, voici les traces des actes notariés, fait une donation de 200 000 francs en rente perpétuelle à l'Académie de chirurgie pour créer un prix chirurgical Thierry de Martel qui est triennal, qui alterne une récompense d'un travail de neurochirurgie à un travail de chirurgie générale avec, de façon écrite, une nécessité pour l'impétrant de présenter, de transmettre ce travail. Et un des derniers messages à notre communauté de Thierry de Martel, c'est d'innover et de transmettre par l'intermédiaire de l'Académie de chirurgie. Et je terminerai avec les mots de Joseph Babinski. Lorsqu'on lui a demandé quelle était sa plus grande œuvre pour la neurologie mondiale, tout le monde parlait du signe de Babinski. Joseph de Babinski a dit non, non, ce que j'ai fait de mieux, j'ai indiqué la voie à Martel et à Vincent, à savoir qu'il avait compris qu'il fallait trouver les hommes pour créer les conditions d'une naissance de la neurochirurgie en France. Je vous remercie pour votre attention. Magnifique parcours et magnifique présentation. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur ce destin? Ça fait rêver. Effectivement, Est-ce que le prix existe toujours à l'Académie? Alors, la réponse est non. D'ailleurs, c'est une question très pertinente parce que euh, l'Académie remet un prix depuis 5 ans, et ça sera d'ailleurs ça sera les prérogatives de Philippe Descamps depuis le début du siècle, à un chirurgien français ou international. Le dernier, c'était d'ailleurs, il y a un neurochirurgien canadien qui a été primé, qui était de Montréal. Et le dernier était également un Canadien. Son nom m'échappe. C'est un type qui a inventé la sleeve gastrectomie, un cystoscopiste de haute volée, qui est d'ailleurs venu récemment sur les anastomoses magnétiques. Son nom va me revenir. Euh, je, je voulais. Alors d'abord, pourquoi ils se sont fâchés? Bon, j'ai deux questions. Alors, vous avez dit que vous pourriez en parler une demi-heure, peut-être que mais il suffira. Je vais y répondre en une Et minute. puis, je voulais vous poser une autre question. J'ai appris que donc la trépanation, c'est une des opérations les plus anciennes. Alors, donc on remonte à la préhistoire. Ça a été documenté, tout ça. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'os ne fait pas mal. Mais alors, il y avait quand même un peu d'anesthésie. Enfin, comment ils se débrouillaient à cette époque? Il y avait des herbes. Enfin, est-ce que ça a été un peu, on a essayé de comprendre comment ça pouvait marcher? Alors, effectivement, on a de la préhistoire des crânes trépanés avec une cicatrisation osseuse démontrant la survie des patients. Donc, il y avait des gestes de trépanation qui étaient riches de succès. Ça faisait certainement un peu mal, sinon beaucoup. La gestion, il fallait gérer l'hémostase, il fallait gérer la douleur, il fallait gérer l'infection. On sait que c'était pratiqué avec des outils bien faits, notamment un silex tranche bien. L'hémostase, eh ben, ils éversaient le crâne, enfin la peau, le scalp, pardon, et appuyaient fort. Ils opéraient a priori toujours à côté d'un cours d'eau pour avoir une eau fraîche courante pour laver. Et il y a des témoignages
de ces trépanations préhistoriques qui existent encore dans des tribus africaines au Kenya qui s'appellent, je crois, des tribus Kizi, qui pratiquent encore la trépanation rituelle. Et sur YouTube, on peut voir ça, ou dans des conditions d'une simplicité au bord de l'eau, sur le sable, avec quelques herbes choisies dont je ne connais pas la composition, et avec une pierre, on fait des trépanations pour traiter des maux divers et variés, provenant des épilepsies. Et ce qui est incroyable, c'est que ces trépanations rituelles, telles qu'elles sont faites là, au fond de l'Afrique, ont des taux de survie de 90%, alors que jusqu'au début du XXe siècle, on avait, nous, 90% de décès dans les trépanations qui étaient faites dans nos belles institutions. Donc ce savoir-faire, plus que autre chose, était remarquablement efficace. Après, pourquoi la querelle? 1929, une querelle. Henri Mondor dit manière d'offense pour l'un, douloureuse obligation pour l'autre. La douloureuse obligation, c'est Clovis Vincent qui se sent obligé de dire à Thierry de Martel, ce qu'on fait, et en gros ce que toi tu fais, ce n'est pas assez bon. Et Clovis Vincent dit en toute modestie, j'ai compris très vite que pour améliorer les résultats, il fallait que j'opère moi-même. Donc, clairement, il n'était pas satisfait des résultats. Et la manière d'offense, c'est Thierry de Martel qui, honnêtement, faisait tout ce qu'il pouvait, à savoir qu'il avait une pratique de chirurgie générale intense pour gagner de l'argent et faire vivre ses structures, parce qu'il opérait 100% gratuitement les actes de neurochirurgie. Donc, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais ça ne suffisait pas. Et ça, c'est les raisons profondes. Et il y a eu un cas. Alors certains disent que c'est Maurice Ravel, le compositeur, qui a été opéré par Clovis Vincent, alors que Thierry Martel dit qu'il ne fallait pas l'opérer. Je pense que c'est faux parce qu'ils se sont brouillés avant l'intervention. Mais il y a un cas pédiatrique où Clovis Vincent voit, il dit faut pas opérer. Thierry de Martel, si, il faut l'opérer, c'est une tumeur de fosse postérieure. Il opère, il ne trouve pas la tumeur de la fosse postérieure. L'enfant meurt. Clovis Vincent fait l'autopsie, trouve une lésion ailleurs, lui pose le bocal sur la table en disant tu t'es trompé. Et c'est là que ça s'est terminé. Mais au-delà de ça, de cet déclencheur, c'est les résultats sont pas assez bons, je comprends pas, je fais tout ce que je peux. En tout cas, c'est bien triste. Oui, C'est simplement pour dire que c'était passionnant. Il faudrait faire un livre, hein. C'est toute une histoire exemplaire d'un chirurgien. C'est fantastique. parole à Farouk Sebaï. Oui, merci. Je crois que je profite justement du fait que vous êtes neurochirurgien pour vous poser une question tout à fait assez précise et particulière. Un malade opéré d'une tumeur de pôle supérieur de lobe supérieur du poumon gauche, réséqué, 6 mois plus tard, il fait une localisation cérébelleuse qui a été réséquée par un neurochirurgien. Alors, la question, quel serait son pronostic? Parce que déjà, il a fait une métastase. Donc, la question, est-ce que, comme on dit que c'était une métastase unique, une fois qu'il a touché un peu le chef d'orchestre, enfin, bon, il y a un problème. Métastase 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, pronostic est réservé. Bon, apparemment, il y a des problèmes de le plan statique par intermittence. Allez, quel est votre avis? Alors, Donc là, c'est une consultation. C'est un avis, donc, je profite. très brièvement, face à une métastase intracérébrale, le pronostic, il est essentiellement au nombre de lésions, au contrôle local que l'on peut faire, c'est-à-dire si la chirurgie de la lésion cérébrale a retiré correctement, souvent complétée de radiothérapie, le contrôle local est bon, il n'y aura pas de récidive et du coup, l'extension cérébrale est gérée, le pronostic revient à la tumeur primitive, son extension et ses caractéristiques histomoléculaires. Donc, quand on arrive à faire un bon contrôle local, ce qui semble être le cas par la chirurgie et un complément de radiothérapie, le pronostic reste à la lésion initiale. Parce qu'il semble que le cervelet soit plus difficile que le cerveau, qu'une localisation cervelée, c'est un malade que j'ai à suivre et ça m'est resté dans la tête parce que bon, il va mieux maintenant, mais le cervelet, c'est ce que nous, le chirurgien, il est quand même plus délicat quand il y a une localisation cervelée. Le pronostic serait différent du cerveau, disent les neurochirurgiens. Ce sera l'objet d'une nouvelle communication. Voilà, absolument. Merci à vous. Hubert. Eh bien, oui, une Non, question, juste François Richard. une petite remarque pour féliciter d'abord l'orateur qui a fait véritablement un très bonne communication
Et pour signaler qu'aussi bien, bon, de Martel, même il a été jusqu'au suicide pour ne pas supporter la présence des Allemands, mais Clovis Vincent avait organisé à la Pitié-Salpêtrière un système de résistance dans les réseaux des souterrains de la Pitié, et son service qui était au bout de l'avenue de la Pitié, et il y avait un mur qui séparait, puisque une partie de la Pitié, de la Salpêtrière était avec les Allemands avaient pris une partie, et donc Clovis Vincent a organisé tout un réseau de résistance dans l'hôpital lui-même. Et j'en profite pour dire que vous nous avez montré là des magnifiques iconographies, parce que, comme vous l'avez dit, les films chirurgicaux à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Et c'est formidable d'abord de voir ces intervenants, c'est-à-dire Clovis Vincent, Thierry de Martel, et également ces vues opératoires qui sont exceptionnelles. Alors, j'ai eu la chance pour faire simple, quand je cherchais, j'ai tapé sur Internet film trépanation et j'ai vu des milliers de vidéos de trépans de pétrole et je cherchais entre 1908 et 1940. Donc, et j'ai trouvé deux films qui étaient déjà conservés par les archives de la Défense, c'est des choses incroyables. Et effectivement, ils ont eu la chance d'être bien conservés parce que la plupart des films, le matériel de l'époque se délitait ou s'enflammait. Donc, ils ont été numérisés il y a quelque temps déjà, donc on les retrouve. Voilà. Et après, c'est le fruit d'un travail parce que pour ne rien vous cacher, j'œuvre à une thèse d'épistémologie sur comment le parcours personnel de Thierry de Martel a permis de faire avancer la neurochirurgie. Donc, je travaille sur différentes sources. J'ai contacté le notaire de l'époque qui m'a très gentiment donné toutes les sources qu'il avait sur la famille de Martel. Donc, en fait, c'est assez facile quand on tape aux bonnes portes. Alors, faut taper 100 portes pour en avoir une qui s'ouvre, mais effectivement, quand on trouve un trésor comme ça fait son bonheur. J'ai tapé navire Charles Roux, le navire hôpital. J'ai trouvé des photos. On voit Thierry de Martel sur le pont. Personne ne savait que c'était Thierry de Martel, mais c'était lui, voilà. Donc, mais j'ai vu quelques photos de bateaux avant de trouver ça. Il y avait effectivement un chirurgien que vous avez cité, d'ailleurs, qui faisait beaucoup de vidéos, ce qu'on appelle maintenant des vidéos. Mais Doyen. c'était très rare, hein, en fait. C'était un C'était des très seuls. rare. À ma connaissance, c'est le premier Eugène-Louis Doyen. Et lui, il les monétisait et il faisait des démonstrations publiques. Et c'était, à la différence de Thierry Martel, c'était Doyen en habit opérant avec le champ opératoire comme ça. Là, c'est le champ opératoire, peu importe le chirurgien. Bien, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous.